Europe 1 matin. Sous les pavés et les feux de poubelle, non pas la plage, mais le malaise français. C'est ce que nous disait tout à l'heure Vincent Trémollet de Villers sur Europe 1 à 8h-10. Le projet de loi retraite et l'usage du 49.3 par le gouvernement ont ravivé, semble-t-il, toutes sortes de douleurs nationales. La défiance vis-à-vis du pouvoir, la déconnexion entre les électeurs et les élus, la sensation d'une brutalité qui tomberait du sommet. Alors, question sur Europe 1 aujourd'hui, vivons-nous une crise de régime au sens où les cadres de la Constitution ne permettraient plus de sortir des crises parce que les pouvoirs seraient mal répartis, par manque d'adhésion populaire aussi, parce que le système partisan peut-être ne laisserait plus émerger les grands courants qui traversent le pays. Bref, la 5e République est à la bout de souffle. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Et pour nous éclairer jusqu'à 9h, deux invités. Jean Garrigue d'abord, historien, président du comité d'histoire parlementaire, à distance avec nous. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Anne Levade est avec nous également. Bonjour Anne Levade. Bonjour. Vous êtes juriste, vous êtes présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Vous maîtrisez cette matière sur le bout des doigts. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que d'après vous, nous vivons une crise de régime au sens d'une constitution qui ne trouverait plus les ressources aujourd'hui pour sortir de cette crise des retraites qui, a priori, à la réforme, est une réforme assez banale? Alors, puisque votre question est claire, je vais y répondre de manière très claire. De mon point de vue, non. Non, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que s'il suffisait de changer de constitution ou de réviser la constitution pour que les choses aillent mieux, ça se saurait. Et il me semble qu'il est assez évident que si aujourd'hui ou demain on annonce la mise en place d'une grande constituante, il y a peu de probabilités pour que miraculeusement ça éteigne d'un coup d'un seul le mouvement auquel on assiste. Il y a pourtant des envies d'innovation, si je peux me permettre, Anne Levade. Regardez la proportionnelle, le vote obligatoire, instaurer un référendum pour évoquer le président à mi-mandat, par exemple. Voilà des propositions qui sont dans l'air depuis quelques années. Oui, mais alors, d'abord en France, nous avons une passion constitutionnelle. Cette passion constitutionnelle, elle fait que nous sommes un État tout à fait atypique. Nous avons eu le plus grand nombre de constitutions, tous États confondus au monde, 15 depuis 1791, et nous adorons 15 constitutions depuis 15 constitutions. 1791. Alors évidemment, nous avons tout essayé. La monarchie constitutionnelle, la République, nous en sommes à la 5e, l'Empire, nous en avons eu 2. Donc 15 constitutions, c'est absolument unique au monde. La deuxième chose, c'est que quand nous ne changeons pas de constitution, d'ailleurs chacun s'étonne presque que la 5e République approche de ses 65 ans, j'espère que cet anniversaire ne lui sera pas fatal, mais nous réfléchissons, quoi qu'il en soit, aux révisions. Or, c'est très paradoxal, parce qu'une constitution, c'est un cadre. Et c'est un cadre qui sert à quoi? À permettre que un pays soit gouverné. Voilà. Et qu'un pays soit gouverné selon un certain nombre de principes qui sont la démocratie, la séparation des pouvoirs. Alors évidemment, les instruments peuvent être améliorés, modernisés. On peut décider, si j'ose dire, de mettre en musique la chose différemment. Mais en réalité, très souvent aujourd'hui, on s'aperçoit que face à un événement politique, quand je dis un événement, des circonstances politiques, on veut immédiatement supprimer une procédure et en introduire une nouvelle, alors même que l'expérience montre, la Constitution a été révisée à 24 reprises, que il y a des instruments qui ont été introduits exactement avec le même objectif dans la Constitution et qui n'ont jamais été utilisés. Le référendum d'initiative partagée, par exemple, alors, 2008. Le référendum d'initiative partagée. Mais je rappelle qu'en 1995, on introduit dans la Constitution, en août 95, avec en ligne de mire la réforme qui est annoncée à l'époque par Jacques Chirac et Alain Juppé, la possibilité de faire un référendum sur les réformes en matière économique et sociale. Et à l'époque, on pense aux retraites déjà. Ouais. Donc il y a aussi, évidemment, la matière même des retraites qui, chaque fois, déclenche aussi des mouvements en lien avec le sujet. Après, il y a les référendums qui font peur. Évidemment, depuis 2005, le référendum sur le traité constitutionnel européen. Comment dire, il n'y a pas beaucoup de politiques qui s'aventureraient à redonner sa parole au peuple. En tout cas, c'est l'interprétation que l'on en fait. On va donner la parole à Jean Garrigue, parce que je crois que Jean Garrigue, Anne Levade, n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Jean Garrigue, je vous pose la question dans les mêmes termes, crise de régime ou pas? Alors, est-ce que c'est la faute à ce cadre d'organisation des pouvoirs, comme Anne Levade nous décrivait la Constitution?
Alors je vais vous étonner parce que je suis complètement d'accord avec Anne Levade. Ah bon? Moi je considère... Je vous lis dans le journal et vous dites, mais attendez, tous les acteurs institutionnels sont discrédités. Ah oui, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Ce n'est pas une crise de régime. Nous assistons à une crise politique, c'est-à-dire une crise pour laquelle les différents acteurs institutionnels n'ont pas réussi à trouver une solution qui soit satisfaisante pour l'ensemble des Français, et à une crise de la démocratie sur fond de cette crise ponctuelle qui est celle des retraites. Mais qu'est-ce que vous appelez une crise de la démocratie? Qu'on comprenne bien votre point de vue, Jean Garrigue. Pour moi, la crise de la démocratie, c'est une contestation par les citoyens de la plupart des acteurs qui jouent un rôle dans cet ensemble démocratique, que ce soit les acteurs institutionnels, les acteurs partisans et même les corps intermédiaires qui, à la faveur de cette crise, en tout cas les syndicats se sont un peu réhabilités, mais en revanche, moi ce qui me semble aujourd'hui condamnable, en tout cas ce qui n'a pas fonctionné dans cette crise des retraites, c'est la pratique des institutions. Alors, la manière dont on s'est servi de ce qui existe, un arsenal parlementaire, un arsenal constitutionnel, pour justement pour éviter de trouver une solution. Vous voulez dire, Jean Garrigue et Anne Levade, je vais vous poser la question, c'est que c'est pas parce qu'on a un bazooka dans son arsenal qu'on est forcément obligé de l'utiliser quand on fait la guerre. Et là, quelque part, c'est un peu la même chose pour le 49.3. Il y a certes la possibilité tout à fait constitutionnelle et légale pour l'exécutif d'avoir recours à cet article de la Constitution pour faire adopter un projet de loi. Mais politiquement, ça n'est pas toujours opportun de l'employer. Et si crise il y a, elle est de cet ordre-là. C'est plus une crise dans la manière d'exercer le pouvoir, vous pensez? Anne Levade. Alors, d'abord, j'aime pas beaucoup l'idée du bazooka, parce que je crois que c'est. C'était une métaphore militaire. Hein, non, mais ça n'est pas la métaphore militaire qui me gêne. C'est un peu le bazooka parlementaire, quelque part, le 49.3. Je trouve que c'est en fait assez étonnant comme les tensions se cristallisent depuis maintenant une quinzaine d'années autour de ce 49.3. Ça a été rappelé récemment, on en est à la 100e utilisation depuis 1958. Et en réalité, presque pour la première fois depuis 1988-1991, le 49.3 est aujourd'hui dans une configuration politique qui est très exactement celle pour laquelle il a été conçu. C'est-à-dire qu'en 1958, on imagine le 49.3 parmi d'autres instruments, le vote bloqué, enfin bref, je ne vais pas ici faire l'énumération, pour permettre de gouverner le pays en période de majorité relative. Et au nom de l'efficacité du pouvoir. Au nom de l'efficacité, mais surtout, quand on voit ce que dit Michel Debré lorsque, en août 1958, il présente la Constitution devant le Conseil d'État, il dit à l'époque, et on a tendance à l'oublier, il dit, en France, il n'y a pas de majorité absolue. Si nous savions faire des majorités absolues, et là il parle du terrain politique et électif, si nous savions faire des majorités absolues, nous n'aurions pas besoin des instruments de rationalisation du parlementarisme, c'est-à-dire ces instruments dont en réalité l'objet est de rendre le Parlement raisonnable, c'est-à-dire de lui demander à un moment donné, et disant ça je ne fais pas l'apologie du 49.3, mais de lui demander à un moment donné si l'obstruction parlementaire qu'il met en œuvre justifie la paralysie du fonctionnement institutionnel, parce qu'en réalité, c'est un peu ça la difficulté. Mais le fait est qu'aujourd'hui, Jean Garrigue, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça n'est absolument plus accepté. C'est ce qu'Anne Levade nous explique très bien, les circonstances pour lesquelles cet article de la Constitution a été rédigé, mais c'est devenu impossible politiquement de l'employer sans susciter une hostilité. Alors là-dessus, vous avez tout à fait raison. Ça, c'était même le sens d'ailleurs de la tribune que j'avais écrite dans Le Monde. On ne peut plus gouverner la France en 2023 comme on le faisait dans les années 60. Et Emmanuel Macron n'est pas le général de Gaulle, d'abord. Et puis, la société a évolué. La demande sociale de démocratie participative nous oblige les acteurs politiques à revoir justement cet arsenal du parlementarisme rationalisé. Oui. Et très clairement, il semble que le 49.3, qui déjà avait été, dont le champ d'action avait été réduit en 2008, ce 49.3 apparaît aujourd'hui comme un instrument qui ne correspond plus à la demande sociale. Mais on pourra vous objecter, Jean Garrigue, on pourra vous objecter, oui, mais combien vous avez dit tout à l'heure, Anne Levade, 24 révisions constitutionnelles
24, voilà. Donc la Constitution est régulièrement mise à jour. En 2008, on a pris en compte cette demande d'une République plus participative. Et Emmanuel Macron, sans changer la Constitution, l'a fait quand il crée des conventions citoyennes, ce genre de choses. Et on est toujours dans un état d'insatisfaction. Donc finalement, est-ce que faire voler le cadre en éclats ne serait pas la solution? Je me fais peut-être l'avocat du diable, Anne Levade. Je reviens à l'exemple de 2008 parce que je trouve que c'est un très bon exemple. Au moment où on décide de restreindre le périmètre de l'article 49 alinéa 3, en réalité, c'est un compromis avec... Quand vous dites restreindre, pardon, c'est-à-dire prévoir que désormais, le gouvernement ne peut engager sa responsabilité sur le vote d'un texte qu'une fois par session parlementaire. Alors en et fait, les sur textes 3 budgétaires. types de textes. Les textes budgétaires, loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale, plus un, quel que soit l'objet, et c'est un choix politique, pendant une même session parlementaire. En 2008, quand on fait ce choix, alors qu'avant le 49.3 pouvait être utilisé en tant que de besoin par le gouvernement, Michel Rocard l'utilise à 28 reprises en 3 ans quand même, entre 1988 et 1991. Si on fait ça en 2008, c'est qu'à l'époque, on a eu, entre 1997 et 2002, Lionel Jospin, Premier ministre, qui a délibérément expliqué qu'il ne voulait pas utiliser le 49.3, ce qui est parfaitement respectable, c'est un choix politique, au motif que c'était une violence faite au Parlement. En 2007, Nicolas Sarkozy est président de la République avec une majorité absolue, et il a pour Premier ministre François Fillon, et l'un et l'autre disent, même si c'est un pouvoir du Premier ministre, c'est un aveu de faiblesse que d'utiliser le 49.3, nous n'en avons pas besoin, et d'ailleurs, comme le quinquennat ne permettra plus jamais qu'il y ait une cohabitation, voire même une majorité relative, oui. Eh bien il faut supprimer cet instrument. C'est un peu comme à un certain moment dans les années 80, on disait il faut supprimer l'article 16 sur les pleins pouvoirs, parce que plus jamais les circonstances s'y prêteront, et au lendemain de septembre 2001, beaucoup disent heureusement qu'on ne l'a pas supprimé. Donc je crois qu'il ne faut jamais oublier que dans une constitution, l'idée, c'est pas d'empêcher le pouvoir d'agir, parce que dans des circonstances déterminées, on n'est pas satisfait de la manière dont il a utilisé ses pouvoirs. Et donc le risque, c'est qu'à supprimer des articles ou à décider que pour l'avenir, on n'en aura plus jamais besoin, eh bien en réalité, on se prive de la possibilité un beau jour, d'y avoir recours, parce que tout simplement, personne ne peut prévoir l'avenir. Intéressant. Jean Garrigue, pour terminer, malgré tout, est-ce que vous sentez dans le pays une pulsion, une envie de changement de constitution, ou bien c'est, une vue d'éditorialiste ? C'est pas une vue d'éditorialiste. C'est peut-être là que ma différence d'historien avec une constitutionnaliste, une juriste intervient. Il y a une dimension symbolique dans tout ça qui est très forte. On le voit bien dans les manifestations, surtout celles qui ont succédé au discours à l'allocution, aux interviews d'Emmanuel Macron. La dimension symbolique, c'est ce sentiment, cette perception par les Français que nous vivons dans une monarchie républicaine. Il y a donc, à mon sens, une nécessité aujourd'hui de réformer, de réviser à la marge les institutions de la Ve République, de réformer la pratique de ces institutions afin de montrer aux Français que le pouvoir n'est pas concentré entre les mains d'un seul, à l'Élysée, qu'il y a des contre-pouvoirs réels qui existent dans la Constitution, qui existent dans les institutions, qu'on a un petit peu dévalué depuis un certain temps, par exemple avec le couplage des élections en 2000, la révision de 2000. Et donc je pense qu'il faudrait essayer de retisser le lien entre les institutions et les citoyens, et notamment en montrant symboliquement que l'on affaiblit le pouvoir du président de la République. On ne le supprime pas parce que ça fait partie, cette idée du surplomb, de l'autorité, de la verticalité. Ça reste très important pour les Français, mais je crois qu'il faut rééquilibrer la pratique des institutions de la Ve République. Merci Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire. Merci également Anne Levade d'être venue ce matin dans le studio d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Évidemment, ce vendredi thématique est loin d'être terminé. Toute la journée, on en parle sur Europe 1 et à midi, notamment chez Romain Desarbres, où vous pourrez prendre la parole. N'hésitez pas au 39 21. Est-ce que vous pensez que la Ve République est à bout de souffle? L'antenne vous sera ouverte.